Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence santé en Pays Basque, toujours en public. Et on remercie l'Espace Océan d'Anglet de nous accueillir pour parler d'un nouveau sujet clé en santé. Il s'agit de la prévention. Alors, il ne va pas être uniquement question de arrêter le tabac, manger équilibré, ne pas boire d'alcool. On va essayer d'aller plus loin. Je suis ravie d'animer cet échange avec Pierre Sabatier, chef de l'agence Sud-Ouest du Pays Basque. Et vous avez réuni, Pierre, les experts du secteur. Oui, avec Marie Tchoublanzaco, vous êtes directrice territoriale de l'agence régionale de santé, l'ARS. On entend, maintenant, tout le monde connaît depuis 2 ans, on entend régulièrement parler. Isabelle Blanchard, vous êtes chef du pôle prévention santé publique du centre hospitalier de la Côte Basque. Alice Verne, vous êtes responsable prévention à la Ligue contre le cancer des Pyrénées-Atlantiques. Et le docteur Pierre Vez, vous êtes médecin psychiatre et directeur de la clinique Mirambeau. Bonjour à tous. On démarre avec une question d'actualité. Voilà, donc on le disait, on a connu l'ARS avec le Covid, on en parle moins, mais je pense qu'il y en a encore un peu. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation dans le département ? Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous d'abord. Question d'actualité, j'espère que non. Voilà, je vais vous dire. Alors le Covid, les indicateurs, on le vit tous, sont à la baisse. Le taux d'incidence, vous vous souvenez, c'était ce qu'on suivait tous les jours, vraiment de façon très attentive. Il n'est plus que de 50 pour 100 000 habitants, donc on est vraiment redescendu, même si 50, à l'origine, il y a 2 ans, c'était le seuil d'alerte. Mais bref, après avoir frisé les 500, 50, c'est très très bien. Donc ces indicateurs virologiques sont à la baisse, concomitamment avec le recours aux soins pour cause de Covid, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et les indicateurs hospitaliers démontrent qu'il n'y a personne en réanimation à ce titre pour la Côte Basque et celui de Pau, et que les personnes malades de la Covid sont quand même très très peu nombreuses dans les hôpitaux. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes choses. Cela étant, cette maladie nous a appris à être très prudents. Et la vérité d'un jour n'était pas celle du lendemain. Donc même si c'est derrière nous, je pense qu'on est dans la thématique prévention, qu'on peut aborder le sujet en disant que si on n'est pas très bien, si on a quelques symptômes, se faire tester, dépister et s'isoler reste de mise. Le masque, si on n'est pas trop bien, reste de mise. Je dis ça pour Nathalie qui toussait beaucoup tout à l'heure. Voilà. Bref, une petite dénonciation pour commencer. Voilà. Je pense que au moins cette crise sanitaire aura fait prendre conscience que la prévention, ça avait quand même du sens. Et en ça, c'est au moins un point positif qu'on peut tirer. Donc continuer à respecter les gestes barrières, etc. Mais la situation est plutôt favorable. Alors, Emmanuel Macron, pour la première fois depuis son arrivée à l'Élysée, vous pouvez garder le micro, la question est pour vous encore. Oui. Il a donc, pour la première fois, fait ses vœux au monde de la santé début janvier. Il a annoncé un changement de cap, de rythme. Pour vous, ici, est-ce que ça change quelque chose ? Sachant qu'on a maintenant un ministre de la prévention. Oui, voilà, ministre santé et de la prévention, en effet, pour la première fois également. Changement de cap, de rythme, vous me permettrez de ne pas répondre. Ce que j'ai entendu en revanche, c'est qu'on ne baissait pas la garde sur les sujets prioritaires santé pour les Français, qui étaient l'accès au premier recours, trouver un médecin traitant, avoir accès aux soins, que ce soit par un médecin traitant ou une équipe. Donc ça, ce sont des sujets qui demeurent d'actualité. Mais comme vous l'avez dit, pour la première fois, ministre de la Santé et de la Prévention, donc le terme est nommé, même si la prévention a quand même été tout le temps centrale dans les politiques publiques. Et que je me souviens en 2017 de la stratégie nationale de santé qui déjà donnait une primauté à la prévention. Donc, en fait, on va peut-être accélérer le mouvement, mais ça a toujours été présent. Changement de cap, il n'y en a pas vraiment à mon sens. Ok, ça c'est dit. Très bien. Alors on va poursuivre évidemment sur la prévention avec vous, Isabelle Blanchard, au centre hospitalier de la Côte Basque. Là aussi l'intitulé, mais il existe depuis longtemps sur le pôle de prévention et santé publique. Comment ça s'organise et est-ce que vous ressentez justement que cette prévention devient de plus en plus importante ?
Effectivement, au sein de l'hôpital, alors je parlerai de GHT, puisque c'est un pôle territorial. Hein, Groupement hospitalier de territoire. Ce pôle prévention santé publique, c'est un pôle territorial. Et ça a un sens, puisque l'ensemble des actions que va mener notre centre hospitalier va le faire sur l'ensemble du territoire. Il est à destination de l'ensemble de notre population sur Navarre, Côte Basque. Le pôle est récent. Mais il correspond effectivement à la déclinaison de cette politique nationale qui met plus en avant maintenant la notion de prévention, de promotion de la santé envers les usagers. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que vient faire un hôpital là-dedans, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure... Vous êtes là pour soigner, vous. Peut-être, voilà. Pourquoi les gens viendraient à l'hôpital pour de la prévention? Alors c'est pas tout à fait ça en fait. C'est d'une part, au sein de l'hôpital, nous avons un certain nombre de services qui sont très orientés sur la prévention au sens large. Alors de la prévention au sens large, c'est tout d'abord tout ce qui est éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire apporter aux personnes qui ont déjà des pathologies chroniques ou des pathologies relativement rares et complexes la possibilité de se soigner de la bonne façon et puis surtout ensuite de prendre en charge en partie par elles-mêmes leur pathologie avec des professionnels qui vont les aider par rapport à l'observance médicamenteuse, comment gérer les complications de la maladie pour éviter justement qu'elles arrivent, ces complications, comment donner à chacun en fait suffisamment de compétences et de connaissances pour arriver à gérer sa maladie. C'est la première des missions de l'hôpital, et là c'est bien à l'hôpital de les assumer aux côtés des professionnels de santé de ville qui sont les référents pour ces personnes. Donc pour les personnes diabétiques, pour les personnes qui ont eu un cancer, pour les personnes insuffisantes rénales, insuffisantes respiratoires, enfants ou adultes, c'est une des missions de prévention de l'hôpital. Mais au-delà de ça, effectivement, l'hôpital a un rôle aussi pour amener les personnes à se dépister par rapport aux pathologies. Alice en parlera sans doute bien mieux que moi par rapport au cancer. Nous sommes en partenariat pour un certain nombre d'actions autour du dépistage et pour permettre le dépistage en particulier des grosses pathologies cancéreuses que sont le cancer du sein, le cancer de col de l'utérus, le cancer du côlon. Donc ça, c'est l'aspect dépistage dans lequel nous avons un rôle. Et puis, plus récemment, l'hôpital s'est emparé de tout ce qui est ce qu'on appelle des fois prévention primaire ou qu'on appelle nous plutôt promotion de la santé pour donner aux personnes les moyens d'avoir une santé, de garder une santé la meilleure possible, le plus longtemps possible. Alors là, souvent, en se déplaçant hors les murs de l'hôpital. Ça, c'est vraiment la différence peut-être avec nos autres missions, c'est-à-dire qu'on va projeter un certain nombre d'actions vers les populations directement. Peut-être on en parlera un petit peu plus après. Merci, vous, Alice Verne. Évidemment, la prévention, la lutte contre le cancer, c'est votre quotidien, notamment auprès des jeunes. Comment vous l'organisez? Est-ce que vous arrivez à sensibiliser les jeunes à ces thématiques-là qui sont évidemment pas évidentes quand on est jeune? Oui, alors effectivement, la prévention, c'est une des missions de la Ligue et on intervient auprès de tout type de public, mais on peut commencer dès le plus jeune âge, que ce soit même à l'école maternelle, primaire, les collégiens, où on va parler des facteurs protecteurs de la santé, des facteurs de risque, mais surtout aborder avec les plus jeunes la notion de santé de façon assez globale. C'est-à-dire que là, ça rentre dans l'éducation, en fait. Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est inscrit dans les programmes. Après, dans les faits, c'est un petit peu compliqué pour les enseignants à qui on demande beaucoup de se saisir de tout ça. Et la Ligue a un agrément et fait partie des organismes qui sont reconnus par l'Éducation nationale pour être complémentaires sur ces sujets-là. Et on peut intervenir pour que les enfants deviennent acteurs de leur santé. Et puis j'imagine, après au collège, là, on commence à rentrer avec des ados, peut-être... On n'est plus que sur l'alimentation à ce voilà, moment-là. qui veulent tenter peut-être quelques paquets de cigarettes. Comment on arrive à endiguer tout ça? Sur le tabac, c'est à ces âges-là qu'on est sollicité pour intervenir à l'entrée au collège. C'est très jeune. C'est très jeune. Alors, c'est pas forcément l'âge où ils fument leur première cigarette, mais c'est l'âge où les premières sollicitations peuvent apparaître. Et c'est le bon moment pour réfléchir avec eux autour de...
finalement pas tant autour du produit, mais autour des comportements et de quelle est la place de la cigarette dans un groupe, de comment on peut réagir quand on nous propose une cigarette. Et on va plus travailler sur l'estime de soi et le savoir dire non que sur le produit. Donc on est vraiment dans une dynamique d'éducation à la santé, de promotion de la santé, comme l'a évoqué Dr Blanchard. Et vous arrivez à capter justement ce public, que ce soit dans les écoles et au collège, où c'est compliqué? Alors, parfois, il faut faire preuve d'imagination, arriver à trouver les bons outils. La Ligue s'est vraiment professionnalisée sur ces sujets-là. On a une fédération qui nous propose des supports. On travaille avec les partenaires à des outils, à des supports innovants pour justement arriver à les faire participer, à essayer de faire en sorte que ces interventions servent à quelque chose. Docteur Pierre Vez, la santé mentale est venue sur le devant de la scène au moment du confinement. Peu après les confinements, il y a eu un avant-après, une vision un peu différente, un changement de point de vue sur ceux qui sont plus fragiles. Je pense que en santé mentale, le confinement a accéléré des changements et en particulier a mis en évidence la nécessité à questionner les gens et la nécessité de prendre en charge des troubles qui pouvaient exister ou qui se sont aggravés. Donc, en tout cas, on en parle un peu différemment aujourd'hui, avec un peu moins de tabous. Tout à fait, on en parle plus facilement. Le recours aux consultations est plus évident, je pense. Le confinement était un stress qui a privé un peu les gens de leur mobilité, les a fait réfléchir sur eux-mêmes, se recentrer sur eux-mêmes. Et donc l'accès aux soins a été facilité. Et donc, c'est resté, en fait. C'est une façon de voir ce qui, juste là, était tabou. Aujourd'hui, les gens vont plus facilement consulter. Tout à fait. Très bien. La santé mentale, Marichou Blanzaco, elle a pris une nouvelle place dans la santé publique en général. Mais elle a toujours été présente dans la santé publique en général. Une nouvelle place, parce qu'on en a davantage parlé après le confinement. On sait combien ça a été difficile et comment on a dû trouver de nouvelles organisations pour y faire face. Mais elle a toujours été présente. Vous parliez dans la table ronde précédente de la personne âgée, de la gériatrie. La gériatrie comme la psychiatrie, c'est la même chose. Ce sont des sujets qu'on ne souhaite pas voir comme ça de prime abord. Mais ils existent, ils ont toute leur place. Mais c'est la société qui refuse ou qui les voit bien obligés. Donc du coup, il faut peut-être encore être plus offensif sur ces thématiques-là pour les faire exister. Mais elles existent, elles ont toute leur place. Oui, c'était pas un jugement de ma part, c'était simplement de savoir comment c'était perçu. Et voilà, c'est ça. Et les prises en charge peut-être qui évoluent favorablement pour venir en aide. Madame Blanchard, la prévention, vous le disiez, là, vous avez mis en place à l'intérieur de l'hôpital avec diverses actions, mais c'est aussi sur le terrain, comme le fait d'ailleurs la Ligue contre le cancer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter quand vous sortez des murs de l'hôpital pour justement faire la promotion de cette prévention? Alors en fait, les outils pédagogiques ou autres, ce sont un peu les mêmes, quels que soient les partenaires. Alors ce qui est clair, c'est que quand l'hôpital va au-delà de ces murs, elle n'y va jamais seule. Effectivement, on travaille avec des associations, avec des partenaires qui peuvent être la CPAM, la Ligue, certaines associations. On aimerait bien travailler un peu plus aussi avec les médecins de ville. Et nous, on compte beaucoup sur les associations type CPTS, parce que là, ce sont des interlocuteurs qui sont des professionnels qui travaillent au plus près des personnes soignées et avec lesquelles on a très envie de monter des actions communes. Bon, ça ne se fait pas encore, mais on aimerait bien. On parlait tout à l'heure de santé mentale. C'est vrai qu'en promotion de la santé, on va essayer de promouvoir le bien-être psychique, entre autres. Donc, un de nos services, qui est la Maison des adolescents, Adoenia, travaille beaucoup sur les milieux de vie, le milieu scolaire en particulier.
et sur des thématiques qui sont la santé mentale, mais aussi des problématiques d'actualité, comme par exemple le harcèlement scolaire. Alors bien sûr, pas tout seul, et toujours en lien avec les demandes des établissements. On a constaté, alors effectivement c'est très lié au post-Covid, une explosion, vraiment, de la demande de soins et de la demande d'intervention par rapport au mal-être des jeunes. Donc ce n'est pas des jeunes malades, ce sont des jeunes qui sont en difficulté psychique. La différence, effectivement, c'est qu'ils sont plus demandeurs maintenant. C'est beaucoup moins tabou de dire qu'on a des besoins en santé mentale. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'action qui a lieu, qui nous sort de l'hôpital. On a aussi un certain nombre d'actions auprès de publics divers autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles, des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes. C'est à la fois parce qu'on le constate au niveau du soin, des besoins en termes de victimologie, et c'est pour sensibiliser le maximum de personnes dans des milieux très divers, puisqu'on va pouvoir aussi bien intervenir auprès de gendarmes que d'auxiliaires de vie, qu'en milieu scolaire, pour travailler sur ce thème. Alors le rapport avec la santé est évident, mais effectivement, par contre, ça, c'était pas au départ une de nos missions, et s'est développé depuis 2-3 ans. Et alors sur la construction du message, parce qu'évidemment, on ne s'adresse pas de la même façon suivant le public qu'on a en face, comment est-ce que vous le mettez en place? Comment est-ce que vous réfléchissez? On sait que parfois, la prévention peut être contre-productive. Tout à fait. Donc il y a un ensemble, c'est exactement comme le reste du soin, il y a un ensemble de valeurs, il y a une éthique de la prévention. Par exemple, on s'interdit d'être dans l'injonction, on s'interdit d'utiliser des moyens qui peuvent apparaître comme des moyens utilisant la peur. Tout ça fait appel à des compétences particulières qui sont développées dans notre hôpital, en particulier par une petite équipe qui est avec une coordinatrice de projet et des animatrices santé qui ont une compétence spécifique dans ce domaine, et on essaye d'acculturer, on va dire, les personnes de l'hôpital qui s'intéressent à la prévention pour ne pas avoir des messages du genre, ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut faire du sport. Voilà. L'idée, c'est que les personnes arrivent par elles-mêmes à se dire que c'est intéressant pour elles d'avoir de l'activité physique, de manger de façon équilibrée. Peut-être que c'est mieux de ne pas fumer et de ne pas trop boire d'alcool, mais il faut que ça vienne d'elles. C'est vraiment ce que je dis, toutes les associations qui œuvrent dans la prévention en fait travaillent de cette façon-là. Alice Verne, justement, sur cette prévention, puisque vous êtes énormément sur le terrain. Donc, en effet, vous défendez cette façon de travailler collaborative. On ne s'en rend pas forcément compte, finalement, quand on voit un message, un slogan qui passe. Difficile de capter l'attention. Oui, on travaille tous ensemble pour ça. Donc tout un réseau de partenaires, aussi bien les établissements de soins, les institutions, toutes les structures, associations qui œuvrent en promotion de la santé. On a effectivement les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler. Donc en fonction des thématiques abordées, on travaille toujours en partenariat. Alors c'est vrai qu'à destination des jeunes, quand on a préparé cette conférence, je vous disais, si vous savez vous adresser aux jeunes sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout de suite monter une agence de communication internationale. Comment faites-vous ? Parce que ce dont on parlait juste avant, dans le choix des outils. Plus en détail sur ce choix des outils, par exemple. Toujours essayer de les rendre acteurs, d'investir. Il ne suffit pas de venir 1 heure dans une classe prêcher la bonne parole, ça ne fonctionne pas. Il faut impliquer les jeunes, il faut les faire participer. On travaille en collaboration aussi avec les équipes éducatives dans les établissements. Une action, ça se prépare. On se voit avant, l'équipe pédagogique, que ce soit les enseignants, l'infirmière scolaire ou même la vie scolaire, vont faire des choses avec les jeunes avant, après. Et c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Et ensuite, il faut que nos actions elles viennent s'articuler dans quelque chose de plus large que l'environnement dans lequel le jeune évolue, que ce soit l'établissement scolaire, que ce soit peut-être l'espace jeune qu'il va fréquenter le mercredi ou pendant les vacances scolaires, aille dans le même sens. Voilà, et ça se travaille de plus en plus avec les collectivités, avec toutes sortes d'autres partenaires qu'on n'identifie pas forcément tout de suite en lien avec la santé, mais qui ont vraiment un rôle essentiel. Oui, c'est ça, vous le disiez, ça a intégré à l'éducation aujourd'hui. C'est bien aussi un problème de culture, la prévention. Dans notre pays, en tout cas, c'est assez récent.
Complètement. Alors assez récent, c'est pareil, on en parle depuis longtemps, mais on bouge peut-être un peu plus depuis quelques années avec des grandes campagnes de santé publique, des grandes orientations dans les programmes de santé publique pour aller vers ces environnements favorables à la santé. Donc ça peut être, on parlait du tabac, la dénormalisation du tabagisme avec la mise en place d'espaces sans tabac, ça peut être des espaces ombragés, ça peut être un travail sur l'offre alimentaire, sur l'accessibilité pour l'activité physique. Voilà, là, il y a un rôle à jouer de toutes les strates de la collectivité. Docteur Vaez, Madame Blanchard parlait de on va dire un effet bénéfique, c'est peut-être un peu exagéré du confinement, mais en tout cas pour la santé mentale, les jeunes viennent de plus en plus tôt vous voir avant d'être malades. C'est aussi ce que vous ressentez dans votre établissement. Est-ce que il y a moins de tabous pour venir vous voir avant que ça aille vraiment trop mal? Tout à fait, l'accès est facile. Je pense que, puisqu'on est un sujet sur la prévention, je vous remercie de m'avoir invité sur ce sujet. C'est important de parler des troubles du sommeil. Je crois que la prévention primaire à la clinique Mirambeau, c'est aussi limiter l'apparition donc des maladies. Et essentiellement, je voudrais attirer l'attention du public sur justement les troubles du sommeil, l'insomnie chronique. C'est quelque chose qui dure plus de 3 mois. Et donc, passer le premier relais, le premier secours du médecin traitant, une insomnie chronique nécessitera une évaluation plus approfondie pour rechercher bien sûr des comorbidités, d'autres maladies associées et pour être prise en charge de manière plus structurée pour éviter de masquer d'autres maladies. Le trouble du sommeil, c'est vraiment le symptôme premier? C'est un des symptômes, mais c'est un des symptômes parce que nous prenons bien sûr nous accueillons des patients en urgence à la clinique de longue date, en partenariat bien sûr avec les hôpitaux et avec les médecins généralistes, mais souvent, parfois, des patients arrivent, ils ne dorment pas depuis 1 an. Ce sont des choses, ils arrivent en état d'épuisement. Parce qu'en fait, les gens s'habituent aussi, je crois, à mal dormir. C'est difficile à moi, évaluer. je dors 4 heures par nuit. Je ne pense pas que c'est pas normal. Et donc voilà, alors que le sommeil, le petit dormeur, c'est 6 heures, le gros dormeur, c'est 9 heures. Et donc l'insomnie chronique, c'est quelque chose qui va favoriser les troubles psychiatriques, en tant qu'il faut les dépister. Ça, c'est la prévention primaire. Je pense que c'est important. À partir de 3 mois, un bilan d'évaluation est important. Si rien n'est trouvé, bien sûr, on est très sensible aussi au dépistage des syndromes d'apnée du sommeil, qui peuvent aussi masquer des pathologies, qui se font avec nos confrères pneumologues. Mais si rien n'est trouvé, qu'on est sur une insomnie primaire sans cause particulière, les thérapies cognitives et comportementales permettent de retrouver une hygiène de sommeil et d'éviter donc l'insomnie chronique. Donc il y a des bons moyens d'y arriver. Oui, il y a des moyens. Nous participons aussi à la clinique Mirambeau sur la prévention secondaire avec le dépistage de la maladie, puisque nous avons un centre d'évaluation approfondie qui permet de dépister les maladies mentales au sens large et bien sûr la prise en charge dans les hôpitaux de jour. Nos hôpitaux de jour avec la prise en charge ciblée sur l'anxiété et sur tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique qui permet aussi d'éviter que les maladies se développent. Là, c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire limiter le développement des maladies, limiter la prévalence. Ensuite, nous sommes aussi sur la prévention tertiaire avec le sport, mais peut-être qu'on en parlera après. Allez-y. J'y suis. Alors, la clinique Mirambeau a ouvert, a réveillé l'association Mirambup. C'est une association qui promeut le sport en santé mentale et qui est partenaire du centre de la Maison Santé Côte Basque. Nous sommes en effet, Mirambup est association partenaire. Parce que ça, donc le sport, véritablement, ça a un impact assez radical. Bien sûr, c'est un excellent moyen de traitement pour tous les troubles anxieux. On est sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire on évite les récidives des maladies et des patients qui ont perdu leur mobilité finalement, parce qu'on parlait de Covid, on parlait de confinement, cette perte de mobilité, cette perte de liberté. Donc les patients dans les maladies chroniques, là on est sur la maladie chronique, ont perdu leur mobilité, on leur redonne une mobilité, on leur redonne de la liberté, et c'est quelque chose qui est très important pour leur psychisme. Quand on dit sport ou activité physique, ça signifie quoi? J'ai entendu que si par exemple on était toute sa journée devant son ordinateur en télétravail, même si on allait faire un footing le soir d'1 heure, ça n'allait pas compenser l'inactivité de la journée. Est-ce que ce sont des bêtises?
En général, il faut une activité physique au moins d'1 heure par jour, que ce soit une marche rapide, une marche où finalement on n'a pas le temps trop de parler à son collègue parce qu'on est dans un effort physique. Au moins, c'est quelque chose qui est important. Donc on peut compenser un peu notre sédentarisme? Oui, c'est important. Dans le cadre de la maladie, quelqu'un qui a la maladie, le fait de pratiquer avec un éducateur sportif aux activités adaptées, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est primordial, qui est nécessaire pour être partenaire du Sport Santé Côte Basque. Donc l'encadrement. Après, nous, ça se fait sur le site de la clinique et cette association bénéficie de moyens techniques, à savoir une salle de sport moderne et un couloir de nage qui va être en construction, un tennis paddle en construction, le tennis qui existe. Donc il y a quand même des moyens qui sont sur site, mais c'est ouvert. C'est quelque chose qui est important justement pour éviter les rechutes. Il y a une vraie prise en charge de je sais pas, c'est les nouvelles maladies ou de ces nouvelles difficultés qui arrivent là, troubles du sommeil, etc. Des choses que où les gens l'avaient mais ne venaient pas forcément vous voir. Là, c'est pris en charge. Je pense que c'est important de le dépister dans le cadre de la prévention primaire parce que si on le laisse évoluer, l'insomnie chronique, ça donnera des maladies cardiovasculaires, ça donne du diabète, ça donne des maladies bien sûr aussi associées sur le plan psychique. Vous travaillez aussi notamment sur la question du suicide. Oui. Comment est-ce que vous l'abordez? C'est aussi une question dont on parle plus librement aujourd'hui ou c'est toujours mis de côté? Je pense que c'est très important d'aller chercher l'information quand on voit les patients et de leur poser la question s'ils ont bien sûr des pensées suicidaires. On en avait parlé l'année dernière, ça avait été dédramatisé avec le chanteur qui avait parlé au journal télévisé. Et puis, donc, il y a eu le numéro d'information sur le suicide. Je pense que la capacité des cliniques, en partenariat avec le centre hospitalier, leur proximité, le fait d'accueillir des jeunes, on a de plus en plus de jeunes suicidants, et donc de les évaluer, d'aller leur proposer une prise en charge, c'est quelque chose qui va quand même permettre de limiter le risque et surtout de pouvoir les suivre. Aujourd'hui, si on a un jeune, si on est concerné, imaginons qu'un téléspectateur, une téléspectatrice se sente concerné, il a un jeune qui lui dit « j'ai des idées noires », est-ce que c'est quoi? C'est les urgences? Il y a des urgences, bien sûr, le service Accor, le centre hospitalier de la Côte Basque. Il y a bien sûr aussi le numéro d'appel du suicide, le 3114, hein, il faut le garder, ça permet une orientation. Et bien sûr, après, les premiers paliers, le médecin traitant aussi. Marie-Jo Blanzaco, je voulais revenir avec vous sur la prévention d'un point de vue global, puisqu'on l'entend, il y a différentes alertes, des symptômes, plein d'initiatives qui sont mises en place. Est-ce qu'au fond, pour aller plus loin dans la prévention en santé publique, il faut regarder du côté des facteurs socio-environnementaux? C'est-à-dire qu'on le sait, il faut faire l'activité physique, mais on n'a pas forcément des pistes cyclables pour que les gens fassent du vélo pour aller travailler. On n'a pas des moyens divers, des médecins qui sont à côté de chez soi, etc. C'est une question qui est plus globale, en fait. Oui, vous avez tout à fait raison. La prévention, ce n'est pas l'apanage de la santé ou de l'ARS. Absolument pas. La prévention, c'est l'apanage de tous. Et c'est vraiment interministériel. C'est vraiment le domaine de tout. Nous, on travaille aussi à faciliter des meilleures conditions de santé, on l'a dit. L'environnement, les liens, les interactions entre l'environnement et la santé sont désormais connus. On fait des évaluations, d'études d'impact en santé. C'est de plus en plus notable dans les opérations d'urbanisme et autres. Et on voit bien qu'il y a un rapport direct entre l'environnement et la santé. Oui, ça c'est clair. Donc, votre table ronde et les invités le montrent. La prévention, c'est pas que l'histoire des associations, ce sont les hôpitaux aussi, mais pas que. C'est vraiment l'histoire de tous. C'est ce qu'il faut retenir. La prévention, on l'a fait en partenariat. On ne la fait pas tout seul, isolé, parce que ça fait référence vraiment à trop d'items. Voilà. Merci. Non, je voulais vous laisser conclure, cher Pierre. Nous avons déjà terminé? Mais oui, le temps passe vite. Mais écoutez, merci à tous. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conférences de la santé sur sudouest.fr, la prévention que l'on vient d'aborder, l'accompagnement de nos aînés et la coopération entre les établissements de santé qui se réinventent depuis la fin du Covid. Bonne soirée à tous.